Bonjour. Eh oui, on en est déjà au volume 10. Ça passe vite. Alors, le volume 10, on a vu plein de choses auparavant. On va revenir un peu sur les questions du départ. Vous savez, ces grandes questions que j'appelle les questions métaphysiques de l'art. On se demandait qu'est-ce que l'art et à quoi ça sert. On va un peu affiner maintenant que vous avez plus de connaissances, maintenant que vous êtes plus que des padawans, vous êtes des padawans renforcés. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur le questionnement. Première question qu'on doit se poser maintenant, ici et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on entend par art contemporain ? 1945. Souvent, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on prend ça comme base, parce que, comme après chaque grande guerre, le monde se remet en question et on repart sur d'autres bases. Donc c'était facile de se dire, pour l'art aussi, on est reparti sur de nouvelles bases. Et donc, 1945, c'est vrai que c'est un repère qui est commode. Déjà, 1913, avant la Grande Guerre donc, il y a une grande remise en cause de la primauté du tableau et de la sculpture. On parlera un peu plus tard donc, de l'artiste et des artistes donc, qui ont mis ça en scène. Puis, en 1920, il y a eu un certain nombre de mouvements dans la modernité. On parlera donc du Bauhaus, bien sûr, et d'autres. Mais un certain nombre d'artistes, même s'ils ont été dans ces mouvements-là, même s'ils ont prêté leur génie et leur créativité au mouvement de la modernité, souvent ils se sont posés encore plus de questions et ils ont voulu aller plus loin. On parlera aussi d'un certain nombre d'artistes donc, qui ont dépassé le simple stade de la modernité et qui sont allés déjà, en ces temps-là, 1920-1930, plus loin que simplement ce qu'on a baptisé l'art moderne et la modernité. Et donc, à contrario aussi, pour vous dire que la date ne suffit pas, un certain nombre d'artistes sont restés classiques, bien après 1945, comme Balthus ou Bernard Buffet, on verra, et même, à un certain titre, David Hockney. D'autres encore prolongent l'art moderne, et notamment l'abstraction, comme Nicolas de Staël, ou Per Kirkeby, Soulages, ou Zhao Wuqi. Donc on a là un groupe, un panel d'artistes très différents qui ont fait des recherches parfois personnelles, parfois qui ont appartenu à d'autres mouvements, mais qu'on ne peut pas inscrire véritablement dans le mouvement de l'art contemporain si on lit ce mouvement à un objectif de réflexion. Et donc là, c'est là où on va revoir donc, tous ceux qu'on a évoqués, et en même temps, tous ceux qui ont avancé, pas forcément dans une voie qui existait déjà, ou qui ont pu améliorer ou aller plus loin qu'une voie qu'on connaissait déjà. Pour y parvenir, les artistes ont adopté des stratégies très différentes, comme de s'intéresser à des matériaux peu habituels en art. Là, on pense à Braque, et on va voir un certain nombre d'œuvres sur plusieurs époques de Braque, à la création du cubisme, avec Picasso, et Juan Gris. Mais Braque et Picasso, c'est un dialogue, surtout au début du cubisme, à la création, à tel point que lorsqu'ils ont été ensemble, lorsqu'ils ont créé ensemble, donc dans le sud, et qu'ils ont fait résidence et atelier commun, on ne peut pas reconnaître la main de l'un et la main de l'autre. C'est-à-dire que les œuvres se confondent complètement et on ne sait pas qui a fait quoi, ou qui a participé à quoi dans telle ou telle œuvre. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une exploration commune aussi. Et d'autres artistes vont travailler sur les matériaux peu habituels en art. Vous savez, l'idée, après la guerre, les gens étaient très pauvres, il y avait très peu de choses,
pour ça qu'on avait créé le plan Marshall qui, durant des années et des années, est venu au secours de l'Europe. Et dans cette pauvreté, il y avait les artistes. Et les artistes ont voulu rendre l'image donc de la société. C'est pour ça qu'il y a eu, en Italie notamment, mais pas que, un certain nombre de mouvements, comme l'arte povera, l'art pauvre, où le but, l'idée, c'était de faire de l'art, de faire du beau avec des choses de la vie de tous les jours. Et surtout avec des choses très humbles. On aura des artistes, un certain nombre d'artistes qu'on pourra découvrir. Giuseppe Pennone, qui est le plus connu, mais d'autres, Morandi après, par la suite, qui vont travailler beaucoup avec la terre, avec le sable, avec la paille, et qui vont travailler avec des matières qui jusque-là, qui n'étaient pas du tout des matières artistiques. Et on va voir, ce mouvement va se poursuivre par la suite, avec des gens comme El Tapies, qui est catalan, comme beaucoup d'artistes géniaux, va continuer sur ce chemin-là et va créer à partir donc de matériaux étranges, des petits bouts de bois, des bouts de ficelle, encore de la terre qui va être collée. Alors l'encollage, c'est quelque chose qui avait été commencé par Braque, par Picasso, par Juan Gris, mais qui va être employé de plus en plus et de plus en plus maîtrisé. À tel point qu'il y a des artistes qui vont en faire leur mode de création. On pense à Jacques Villeglé, qui est encore parmi nous, et avec qui je corresponds de temps en temps, et qui a créé un mode très particulier qui réunit à la fois presque le street art, parce qu'il a été le premier à découvrir dans l'environnement urbain quelque chose de beau, ce sont les affiches, et surtout les affiches qui partaient en décrépitude. Il a récupéré des bouts d'affiches, il a récupéré un certain nombre de choses, il les a assemblées, mélangées, pris les couleurs qui l'intéressaient, les motifs qui l'intéressaient, et ça donne donc des œuvres d'art. Et Villeglé a été reconnu depuis bien longtemps, il a été exposé à Pompidou, il est toujours très connu, il vend dans les galeries, etc. Villeglé, c'est l'artiste de l'affiche, en décomposition et recomposition. Anthony Tapies, donc, on a vu, et on a beaucoup d'artistes contemporains, on en verra d'autres qui travaillent avec du matériel de chantier recyclé, récupéré, et on est beaucoup dans aussi cette dénonciation. On est parti de loin, puisqu'on est parti de Braque et de Picasso, jusqu'à des artistes qui vont en quelque sorte dénoncer le gâchis de la société de consommation. Vous voyez, on est loin de l'esthétique, on est vraiment dans une réflexion avec les matériaux. Et la dénonciation donc d'une société qui va trop loin, qui gâche, qui use donc de son potentiel. Ça, c'est le premier grand courant après-guerre qui travaille dans cet objectif de réflexion. Après, il y a les artistes qui se servent de la transgression. Alors ça, c'est un grand moment dans tous les cours, parce qu'on a des œuvres qui sont bien sûr spectaculaires. Et le premier d'entre eux, c'est celui dont on parlait, qui avait renversé la table en 1913, donc contemporain bien avant le mot contemporain, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, avec son concept de ready-made, il a introduit l'objet, et surtout l'objet fabriqué, l'objet de tous les jours, l'objet industriel, il l'a introduit dans l'art. Le grand mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est cette réflexion-là, c'est de nous dire, penchez-vous sur ce qui vous entoure, non, bon Dieu, et observez leur forme. Ne voyez pas que le côté utile. C'est ça qui nous apprend. Et c'est ça qui est une grande leçon donc, de Marcel Duchamp avec ses ready-made. Mais d'autres ont transgressé. Salvador Dali a adoré transgresser, comme d'autres surréalistes, mais lui encore plus, comme Buñuel au cinéma, avec Le Chien andalou. Provoquer pour qu'il se passe quelque chose. Vous me direz, c'est encore chercher de l'émotion, mais là c'est une émotion paroxystique. C'est vraiment pour provoquer quelque chose chez celui qui regarde.
on aura Klein avec ses performances, avec le body art de Klein, avec l'invention d'une couleur. Bref, c'est quelque chose de très original. Niki de Saint-Phal, qui tire donc sur les œuvres pour percer donc des poches de peinture et avoir une œuvre unique, etc. Elle est la première à inventer donc cet art violent, cet art brutal, parce qu'on est dans une société violente et brutale. Et Niki de Saint-Phal ne se limitera pas à ce type d'invention. C'est elle qui va aussi, elle qui était modèle, elle qui a été un top modèle, etc., elle qui a défilé pour les plus grands couturiers, qui a été une femme magnifique, et qui va dénoncer cette espèce d'esthétisation outrée donc, de la femme dans la société moderne en créant les nanas. Et les nanas, c'est un manifeste féministe, un peu avant l'heure, ou en même temps. Bref, sont des artistes, et on en verra d'autres, encore beaucoup plus récemment, encore plus scandaleux. Dans la photo, on a Mapplethorpe. Mapplethorpe, c'est quelque chose de violent aussi, de sexuel. Et donc, le sexe va venir renforcer aussi donc, cet aspect-là. Vous avez eu vent donc, du scandale provoqué par certaines sculptures gonflables donc, de McCarthy sur la place Vendôme, par exemple, où le fameux vagin de la reine, donc d'Amish Kapoor. Donc, ça sont des œuvres qui provoquent, mais c'est pour aller plus loin. On ne s'arrête pas à la simple provocation. Sinon, ce ne serait pas des œuvres d'art. L'œuvre d'art, c'est qu'il y a quelque chose de plus, justement, et que quand on veut se donner la peine de ne pas s'arrêter à cette simple provocation, l'idée de l'artiste, c'est justement de nous entraîner au-delà de notre première barrière, de nous entraîner plus loin que là où on s'arrêterait si on n'avait pas tout ce vécu, tout ce recul donc, que l'art contemporain veut nous amener. Alors, il y a aussi d'autres aspects qui sont diablement intéressants, et qu'on connaît peu souvent. Et si on connaît plutôt le versant illustré par une exposition assez récente au Grand Palais, il y a 2-3 ans, qui s'appelait Red. Red, rouge, la couleur rouge. Pourquoi Red ? C'était l'art réaliste communiste. C'était l'art de la propagande. C'était ce qui avait été commencé par Malevitch dans la Russie révolutionnaire. On lui a demandé de ne pas simplement se contenter de réformer les écoles d'art, les nouvelles écoles d'art du peuple au service donc, des communistes, des bolcheviks, mais en même temps on lui a demandé aussi de servir la propagande. Et donc un certain nombre d'œuvres ont été faites comme des affiches pour promouvoir le régime et pour promouvoir les grands concepts, les grandes idées du régime. Donc les artistes ont été mobilisés comme tout un chacun. Alors certaines fois, et c'est ce que l'expo Red donc, nous enseigne, ça n'a pas toujours été heureux, c'est-à-dire que, et on le voit dans l'art chinois par exemple, après Mao Tse-tung, après 1949, les résultats ont pu aboutir à des choses que l'on jugerait kitsch, voire kitschissime, c'est-à-dire un petit peu ridicule, un petit peu simplé, un petit peu élémentaire. Les couleurs, les motifs, la représentation. Généralement, l'art politique n'aime pas beaucoup l'abstraction, n'aime même pas l'art moderne. On est vraiment dans du figuratif pour que on se dit les gens du peuple ne sauront reconnaître que du figuratif. C'est réducteur, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est plutôt connu. Vous en avez tous entendu parler du réalisme soviétique. Par contre, son pendant, c'est moins connu. Après-guerre, l'Amérique voulait affirmer son pouvoir, son impérialisme dans tous les domaines, et notamment dans celui de l'art. Pour bien montrer que l'Europe, auquel l'Amérique généreusement accordait le plan Marshall, mais il n'y avait pas que de la nourriture, il y avait presque un plan Marshall culturel. Et le but, c'était une sorte de soft power, comme on dit maintenant, un pouvoir doux,
une domination douce en promouvant un certain nombre d'artistes américains, et notamment les artistes de l'action painting. On les a vus récemment avec De Kooning et Jackson Pollock, deux des représentants, mais il y a Motherwell, et il y a d'autres artistes donc, très connus donc, de l'action painting, Rothko, notamment, qui ont été véritablement sponsorisés, lancés, boostés, à tel point que c'est la CIA elle-même, ou son équivalent de l'époque, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, bref, mais la CIA a continué et a subventionné les artistes contemporains américains pour exposer partout dans le monde, pour avoir une reconnaissance visuelle, pour avoir une importance, pour que l'Amérique, et New York entre autres, deviennent le plus haut lieu de la culture artistique mondiale. C'était vraiment un mouvement financé dans ce but-là. C'est vous dire que l'art peut servir aussi à dominer le monde. Et donc, il n'y a pas que l'art, le réalisme soviétique ou le réalisme maoïste, il y a aussi l'impérialisme américain à travers toute cette œuvre, et c'est prouvé maintenant, on a les preuves, on a les financements, on a les courriers, on a vraiment les révélations donc, de la CIA. Tout ça, c'est véridique. Et l'art américain s'est imposé grâce à l'argent de l'État. Donc ça, c'est très intéressant de voir tout ce qui a pu se faire. Peut-être que Jackson Pollock, que Mark Rothko n'avait pas besoin de ça donc pour s'imposer, mais ça a bien aidé. Et c'est pour ça que ça vient apporter de l'eau au moulin donc de détracteurs donc de l'art américain et qui n'ont rien apporté de très spécial et que dans le XXe siècle c'est quand même Matisse et Picasso qui restent les artistes les plus importants, etc. C'est un débat très intéressant. Après, les stratégies d'artistes, ça a été aussi de prendre donc des supports différents, et je vous le disais, des médias différents. Les supports différents, c'est pour dire, je vous parlais tout à l'heure donc des installations, je vous disais aussi que Duchamp avait dynamité les supports classiques, la peinture, la sculpture, avec ses objets tout faits. Eh bien, un certain nombre d'artistes ont aussi cherché, après-guerre, quels pouvaient être les nouveaux supports de la société de leur temps. Et ils se sont adaptés à tout ce qui arrivait, à tout ce qui se faisait. Alors, un certain nombre ont pris pour support les techniques de communication naissantes. On pense à Nam June Paik avec la télévision. Dès les années donc 65, Nam June Paik s'intéresse à cet objet qui est en même temps qui est regardé de l'extérieur et où il se passe quelque chose à l'intérieur. C'est très intéressant pour lui. Et donc il arrive à identifier cet objet comme si c'était un pinceau, si ça lui permettait de mettre en valeur un certain nombre d'autres choses que l'objet n'aurait pas voulu faire lui-même. Je m'explique, il essaye de mettre en scène, par exemple, plusieurs téléviseurs et retransmettre sur ces différents téléviseurs un certain nombre de scènes qui, prises une par une, n'auraient peut-être pas de sens, mais qui, ensemble, trouvent un sens que l'artiste trouve très riche. Et donc, Nam June Paik va travailler sur ces différents aspects. Il va même être l'un des premiers à se servir donc de la vidéo autonome. Il va acheter l'un des premiers packs, l'un des premiers caméscopes ambulants édités par Sony. Et entre autres, il va s'en servir pour filmer le voyage du pape Paul VI à New York en 1966. Et ça va être le début, l'entrée donc, de la vidéo dans l'art contemporain. Donc ça c'est intéressant, on est vraiment sur les arts visuels qui évoluent avec la technique. Et un certain nombre d'artistes, comme Nam June Paik, ont travaillé là-dessus. D'autres artistes vont beaucoup travailler sur l'architecture. On ne va plus pouvoir vraiment, déjà,
l'architecture va rentrer dans l'art, et réciproquement. Ça faisait longtemps que l'art était rentré dans l'architecture, qu'un très grand nombre d'artistes étaient aussi architectes à la Renaissance, par exemple. Et l'architecture, même si on ne le savait pas vraiment, était toujours intégrée à l'art, et réciproquement. Donc, mais maintenant, ça devient quelque chose de manifeste, surtout avec l'architecture moderne, dès les années 20-25, avec Le Corbusier, avec des Mallet Stevens, avec des Frank Wright. On est vraiment dans une recherche de forme pure. On a appelé ça brutaliste, parce que c'était des formes très raides, très droites, à angle droit, etc. Et les matériaux qui ont été employés, le béton, etc., ce genre de choses qui ne servaient pas à une architecture noble. Bref, l'architecture rentre dans l'art, c'est un des supports, mais des artistes vont se servir de l'agencement dans l'espace comme l'architecture. Je pense à Sol Levitt, qui est l'un de ceux qui va faire un art en 3 dimensions. Ce ne sont pas des sculptures, ce sont vraiment des structures qu'il met en place, un certain nombre de choses comme ça. Ensuite, on va avancer progressivement, à partir donc des années 69 et des années 70, on va rentrer de plus en plus dans l'art conceptuel. Et je pense à Joseph Kosuth, par exemple. Lui va faire un certain nombre de montages et va surtout va travailler sur toutes sortes de supports qui viennent étayer son projet. Il a un concept. Par exemple, j'ai vu une œuvre de lui qui tendait à prouver qu'est-ce que seraient devenues les cartes Le Monde si on n'avait pas découvert l'Amérique. Et donc, dans toute une pièce, il y a des cartes des anciens portulans, et au milieu de la pièce, une grande planisphère, un globe, où justement il n'y a pas l'Amérique. Et donc c'est toute cette idée-là qui nous projette en 3 dimensions dans le monde de Joseph Kosuth. Voyagez avec moi et faites comme si il n'y avait pas eu la découverte de l'Amérique. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de différent, de très très différent. On a des artistes aussi contemporains, je pense notamment en France à Sophie Calle, qui travaille soit sur ses propres photos, soit sur des photos qu'elle commande. Mais la photo n'est pas la fin en soi, la photo n'est pas l'œuvre. La photo va participer à un projet. Alors, ça peut être son propre projet de mariage, un faux mariage, avec réunion de figurants, etc., qui vont jouer au mariage. Ça peut être aussi... ça peut être un petit peu provocateur. Elle ira même jusqu'à se faire suivre et payer un détective privé pour la suivre et prendre des photos. Et son œuvre va être toute, en quelque sorte, la vie de Sophie Calle vue par un tiers. C'est ça qui l'a intéressée dans ce projet-là. Elle va même aller aux limites de la bienséance et de la morale normale, aux limites donc, de ce qui se fait, en photographiant et filmant toute la fin de vie donc, de sa mère. Donc vous voyez, on va très loin. Certains artistes vont très très loin. Et alors, il y a encore un autre aspect qui va nous intéresser, c'est le fait que donc je vous disais que les supports et les médias changent, mais souvent les arts eux-mêmes occupent de nouveaux domaines. C'est ce que j'ai appelé les arts deviennent gazeux, pour reprendre le titre d'un livre de Yves Michaud, un grand philosophe de l'art que j'aime bien. Et Yves Michaud donc, a travaillé sur cette idée, sur ce concept de l'art à l'état gazeux. Et il veut dire que dans notre société, tout devient art un petit peu. L'emballage que je vais acheter, etc. Mais il part même donc de l'évolution, même donc de la notion d'œuvre d'art. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'architecture qui n'était pas forcément d'abord considérée comme de l'art. Maintenant, ça l'est totalement. On peut parler aussi de la mode. La mode est quelque chose à travers l'histoire donc de la photo, mais même en dehors donc de l'histoire de la photo, la mode est devenue a fortiori un domaine donc, de l'art. Bon, il y a des gens qui le contestent, c'est leur droit.
la bande dessinée, la BD. Alors c'est un peu comme le cinéma. Tout dans la BD n'est pas forcément art, mais un certain nombre d'auteurs sont de véritables artistes. Le cirque, avec le cirque contemporain, c'est une forme d'art, ça peut être lié à la danse, etc. C'est de la performance. Donc vous voyez, toutes ces évolutions-là sont diablement intéressantes parce que ça a fait évoluer, ça a considérablement enrichi, ça a fait grossir le domaine donc, de l'art. Et l'art contemporain, c'est tout ce domaine énorme donc, auquel nous sommes confrontés maintenant. Donc vous voyez, là c'était important aujourd'hui que je revienne sur ces grandes notions, qu'on parte à peu près avec les mêmes clés et avec les mêmes idées sur ce qu'est l'art contemporain et sur ce que peut être l'art contemporain et sur ce à quoi peut servir une expo. Ça c'est intéressant aussi d'être à peu près au diapason. Maintenant, vous pouvez parfaitement avoir d'autres idées là-dessus. Je vous donne rendez-vous, cher Padawan, au volume 11 et au début de nos voyages en exposition. Merci à vous. Bonne soirée.